Donc vous êtes le CEO de Biofact et vous allez un petit peu nous détailler la manière dont vous accompagnez, vous épaulez le développement des sociétés biotechnologiques. Je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci Johan, merci d'abord à... Vous m'entendez? Oui, c'est audible? Ok, super. Donc merci aux organisateurs, à l'AFSI, hein, d'avoir organisé cette session là, qui me permet de vous présenter l'activité de Biofact et puis en quoi elle peut épauler les porteurs de projets, notamment les projets, bien entendu, de nouvelles nouveaux produits thérapeutiques. Alors je dis produits au sens large, euh, et essentiellement donc les nouvelles drogues, qu'elles soient biologiques ou chimiques. Donc Biofact, bien c'est une société qui est toute jeune, qui a été créée il y a quelques mois, donc par moi-même. Et qui est basée à cheval sur Paris et Toulouse. Et donc, Biofact est né, est une société indépendante composée donc de deux personnes à ce jour. Une personne qui s'occupe de la gestion de tous les aspects juridiques et contractuels avec nos partenaires, avec nos clients. Et donc Biofact est né de 35 années d'expérience dans le développement pharmaceutique en industrie. Donc j'ai été en charge de la direction R&D oncologie hormonodépendante chez Merck KGaA pendant plusieurs années. Puis ensuite j'ai coordonné et dirigé un certain nombre de programmes en oncologie, en système nerveux central et dans toutes des pathologies inflammatoires, notamment pulmonaires et immunitaires. Et également, j'avais préalablement dirigé le Discovery dans diverses compagnies. Donc, toutes ces expériences-là, on a voulu les mettre au service et des sociétés de biotechnologie. Je vais expliquer pourquoi. Donc, on est membre de Medicine, de Map Design, de la ACR, bien entendu de l'AFSI et de la Société française de toxicologie. Donc Biofact, l'expérience, c'est quoi? Ben c'est plus de 30 managements de programmes, que ce soit des entités biologiques ou des entités chimiques, qui ont donné lieu à de nombreux articles, à comité de lecture. C'est plus d'une vingtaine d'études cliniques réalisées, dont de nombreuses premières administrations chez l'homme, chez le patient également, avec des anticorps couplés à des cytotoxiques ou avec des drogues chimiques de synthèse. Donc, c'est plus de 20 due diligence réalisées par moi en tout cas en termes de coordination et bien sûr avec tous les collaborateurs qui travaillent avec moi. Et énormément d'analyses de licence in. Le modèle de l'industrie pharmaceutique, vous le savez, a complètement changé ces 20 dernières années. C'est un modèle qui est complètement éclaté. Donc, l'AFSI est bien là pour matérialiser cet éclatement. Donc, on essaye de réunir en fait diverses compétences indépendantes dans des réseaux. Et ces réseaux aboutissent ensuite petit à petit au montage du dossier d'AMM qui est excessivement complexe. Au début, les sociétés pharmaceutiques avaient des centres de recherche internes qui généraient un certain nombre de projets et puis on s'est rendu compte petit à petit et la crise sanitaire a été vraiment un, un point d'orgue de ce modèle-là. On s'est rendu compte que petit à petit, l'innovation, les nouvelles idées, les nouvelles approches étaient générées par les sociétés de biotechnologie qui sont ensuite petit à petit rachetées par les grandes sociétés pharmaceutiques, par les big pharma. Donc, ce modèle éclaté, en fait, nécessite vraiment une coordination et nécessite un ordonnancement du projet. Et ces outils, en fait, sont
pas trop connu finalement, et c'est la problématique à laquelle on a été confronté, où j'ai été confronté. Les sociétés émergentes de biotechnologie sont, comme je le disais, les principaux lieux d'innovation, mais autant on rencontre énormément de scientifiques de très haut niveau qui maîtrisent parfaitement leur mécanisme d'action, leur paradigme ou les produits qu'ils essayent de développer. Mais la traduction de ces mécanismes d'action en médicaments n'est pas toujours évidente. Les chemins réglementaires qui dictent cette traduction d'un projet en médicament ou d'une idée en médicament sont sans cesse en mouvement, et maîtriser ces chemins réglementaires, ces contraintes réglementaires est capital pour le succès du projet. Donc, modèle d'industrie éclaté, je l'ai dit, reposant sur une multitude d'intervenants, et aujourd'hui, donc, l'AFSI fédère beaucoup de ces intervenants au niveau national, et donc des sociétés de conseil comme Biofact se doivent de les connaître parfaitement, de manière à rapprocher ces prestataires de services des porteurs de projets dans un flux harmonieux et réaliste. Alors notre approche, c'est de partager, comme je l'ai dit, 35 années d'expérience en développement de médicaments dans le monde entier, mais basée vraiment et orientée vers un triple objectif, qui est premièrement de définir une stratégie pour répondre à un besoin médical, et l'outil clé de ça, c'est le TPP, donc qui n'est pas toujours en fait abordé par les porteurs de projets, par les biotech, et même parfois par les compagnies pharmaceutiques elles-mêmes. Euh, Augmenter les probabilités d'enregistrement dans le respect des contraintes réglementaires. Donc, dès le début des projets, il est capital de tenir compte de ces contraintes réglementaires. Et puis, maîtriser les investissements et éviter les pièges, car bien souvent, des modules des projets, alors que ce soit sur le plan de la toxicologie, des études de stabilité pharmaceutique des produits, des voies de développement clinique, sont pas toujours bien agencés ou bien choisis, parfois disproportionnés. On a souvent l'exemple de modules de pharmacologie préclinique qui sont très très conséquents dans les projets, alors que les étapes réglementaires sont aussi d'importance, et la logique qui lie tous ces éléments est capitale pour rationaliser le projet, et donc pour, in fine, demander à l'investigateur de phase 1 de prendre le risque d'administrer un produit à un patient ou à un volontaire sain, suivant les cas. Et donc ce risque-là, il est étayé par tous ces modules du dossier, et l'équilibre et la logique de ces modules est cardinal. Alors, nos solutions, on propose donc l'utilisation d'outils et de procédures qui sont en usage dans les big pharma, et qui permettent d'optimiser les plans de R&D et des nouvelles stratégies thérapeutiques. Donc, en respectant bien entendu la rigueur, la compliance réglementaire, j'en ai beaucoup parlé, l'éthique, et puis l'optimisation des coûts. Alors, jalonner, organiser, formaliser le projet, ça passe avant tout par la définition d'un profil de produit. Et ce profil de produit est nécessaire même quand on est dans des stades très émergents, très, très, très early, par exemple, la définition ou la validation d'une cible. Euh, la la validation et la définition de la cible peut, et l'intervenant précédent l'a très bien illustré, permet de déterminer une population, une patientèle, et parfois d'arriver à sélectionner les patients répondeurs ou non répondeurs à un mécanisme d'action. Donc, toutes ces démarches-là, qui semblent logiques et évidentes pour un certain nombre d'entre vous, ne le sont. Enfin, en fait, c'est quelque chose qu'on voit très très rarement quand on analyse les opportunités, les licencines au niveau des big pharma. Quel est dans le projet, par exemple, est-ce qu'on est first in class, est-ce qu'on est best in class? Tout ça va déterminer vraiment
le design des études de pharmacologie d'activité, des plans cliniques. Va-t-on se mesurer ou pas à un compétiteur qui est déjà sur le marché, auquel cas on va viser un statut best in class, et comment on va arriver à matérialiser en éléments tangibles, éthiques, évidents et incontestables cette, cet avantage que l'on a par rapport aux compétiteurs. Donc tout ça va dicter finalement les voies de développement clinique. Alors c'est le cas en oncologie, mais c'est également le cas en système nerveux central. Ça devient le cas dans tout un tas de pathologies, c'est-à-dire que le développement de l'identification des patients est cardinal dans le succès d'un produit. Et ça modifie énormément le plan de développement. Et ça nécessite des investigations très tôt dans le développement du projet. Quelle voie d'administration, quelle dose, quelles sont les propriétés pharmacologiques que l'on va étayer dans le dossier, quelles sont les propriétés pharmacocinétiques qui sont acceptables à minima, la safety bien entendu, et puis toute la partie CMC, donc de composition du produit, de la forme pharmaceutique, etc., etc. On aborde également à ce niveau-là, au niveau du TPP, et encore une fois, ce TPP est valable et indispensable, quel que soit le stade de développement du projet. Ce n'est pas uniquement quand on va partir en clinique, mais c'est de la target validation au HIT, au lead optimisé, au candidat préclinique, au candidat réglementaire, et puis ensuite à toutes les étapes du développement clinique. Donc, c'est des questions qui sont très simples a priori, mais qui sont très difficiles à adresser et qui nécessitent un ordonnancement très précis des tâches, une coordination de ces tâches et vraiment la définition de la composition de ces tâches est capitale. Alors, le package expérimental nécessaire et suffisant pour assurer à la fois sur le plan éthique, réglementaire et logique le franchissement des étapes du développement est vraiment le point important. Ça passe donc par la définition rigoureuse de ces packages à chaque stade. Et pour les définir, il faut prédéfinir des critères de succès qui, s'ils sont remplis, donnent un feu vert de passage à l'étape suivante du plan de développement. Et si elles sont j'allais dire, pas remplies, nécessitent un retour en arrière dans le développement. Donc, les outils que l'on dispose, en fait, ils reposent sur un certain nombre de paramètres quantitatifs et qualitatifs que l'on a pu j'allais dire, assembler au fur et à mesure des expériences sur les développements pharmaceutiques. Et l'on sait, par exemple, qu'à l'état de candidat préclinique, un candidat aux études de toxicologie et de safety réglementaire, il faut qu'on ait un certain nombre de propriétés que la nouvelle entité soit chimique, que ce soit un anticorps ou une protéine, ou un objet un peu plus complexe comme un ADC, il faut que quantitativement et qualitativement, ces assets répondent à un certain nombre de propriétés. Donc ça peut être par exemple une affinité sur l'antigène si c'est un anticorps qui doit être inférieur au picomolaire, ça peut être une demi-vie en fonction de la voie d'administration de l'asset, etc., etc. Donc tous ces critères, tous ces paramètres sont rassemblés dans un gros booklet et quand on peut évaluer les propriétés de cet asset, eh bien, on a une assurance probabilistique, mais une assurance de passage avec succès de l'étape de développement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait trop de temps, mais ces caractéristiques quantitatives et qualitatives sont cardinales pour déterminer la qualité du produit en développement. Donc, notre analyse à nous et les solutions qu'on propose, c'est bien entendu de définir le plan de développement pharmaceutique et la stratégie de développement. Comme je le disais tout à l'heure, le projet débute toujours soit par l'identification d'une cible impliquée dans une pathologie,
soit par l'identification d'une patientèle. Et bien souvent, c'est le premier cas qui se présente, et bien souvent, cette cible-là n'a pas de consistance, j'allais dire, pharmaceutique au sens développement pharmaceutique du terme. Donc BioFact se propose de contribuer à aider au positionnement clinique de ce mécanisme d'action et ensuite de déterminer une stratification des patients grâce à la qualification de ce mécanisme d'action. À l'issue de ce positionnement clinique, la première question est celle de la compétition, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que j'évolue dans un environnement best in class, dans un environnement first in class? Et tout ça nécessite en fait une analyse très précise de la compétition. Donc, on a accès à un certain nombre d'outils pour faire ça. Et également, on se base sur les réseaux actifs que l'on a pour évaluer le positionnement du produit par rapport à la compétition. La détermination des tâches, on a deux types de tâches en gros à déterminer avant d'aller en clinique. C'est les études réglementaires que tout le monde a lu dans tous les bouquins de développement, et puis les études supportives. Donc le bon ratio entre les deux est capital, et bien qu'elle semble évidente lorsqu'on lit des guidelines de ICH ou FDA, les études réglementaires sont toujours très compliqué à déterminer. Et donc, la simple lecture d'une guideline n'aide pas à composer un plan de développement. Donc ensuite, une fois que ce plan de développement est déterminé, on propose aux partenaires un Gantt, donc un enchaînement des tâches. On peut proposer également un accompagnement aux consultations des autorités compétentes parce qu'il faut soumettre ce plan de développement aux autorités pour s'assurer de la bonne acceptabilité au niveau réglementaire des autorités qui vont ensuite donner le feu vert ou pas dans les autorisations d'études cliniques, par exemple, et puis in fine au NDA. On propose également de rédiger un certain nombre de données qui permettent la composition des documents maîtres, l'IND, l'IMPD, les brochures investigateurs. Donc les délais et les budgets, le listing des études nécessaires et suffisantes à la construction du dossier est validé avec le partenaire client, puis budgété par BioFact qui possède en fait une large expérience de la contractualisation de ces études sous-traitées, notamment avec les membres de l'AFSI. Et ce benchmark permet d'évaluer au mieux les coûts de développement. Et in fine, le plan de développement qui est généré, à la fois dans le temps et dans les budgets, correspond à une analyse réaliste, différenciante et éthique du projet. La précision de ce livrable crédibilise les porteurs de projets, autant au niveau des investisseurs qu'ils vont solliciter que la communauté scientifique qui, bien souvent, compose les boards des autorités réglementaires qui vont accepter ou pas le projet. Donc, je finis par là, je ne rentre pas dans des détails plus que ça, mais ce qui est important de retenir, c'est que la logique du développement pharmaceutique est capitale, et il ne suffit pas de lire des guidance, des guidelines ICH ou IFDA ou de l'IMIA pour arriver à pondre un plan de développement. Et réellement, lorsqu'un porteur de projet propose à un investisseur institutionnel ou privé un plan de développement rigoureusement construit avec des métriques cohérents, eh bien, la démarche est beaucoup plus simple. Le point important également, c'est de prédéfinir des critères de succès à chaque tâche, d'une manière qualitative, bien entendu, mais également quantitative. Et ça, cette prédéfinition qualitative et quantitative des capacités ou des qualités de l'asset en développement a une conséquence réellement directe sur les probabilités de succès.
Nous pensons que la mise à disposition de ces outils confère aux porteurs de projets un réel avantage par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est pour ça qu'on est convaincu que Biofact ajoute de la valeur à vos projets. Voilà, j'en ai fini. On pourrait rentrer plus dans les détails, mais je vous laisse le soin de poser des questions si vous en avez. Et je vous remercie pour votre attention. En quoi le service proposé par Biofact peut-il avoir un rôle dans la levée de fonds au cours des tours de financement des projets par les biotech? Eh bien, en fait, c'est une histoire de crédibilité. J'ai souvent, moi, eu en main des opportunités, que ce soit lorsque j'étais chez Merck ou chez Pierre Fabre ou dans d'autres sociétés. Et ces opportunités bien, sont basées sur des délais, des coûts qui sont parfois un peu éloignés de la réalité. Et arriver à justifier les plans de développement d'une manière très précise, quasiment avec des devis pour chaque tâche externalisée, semble être un critère vraiment capital pour convaincre un investisseur de rentrer dans le projet. Donc c'est une histoire de crédibilité et c'est la compliance réglementaire du développement qui apporte également une crédibilité aux porteurs de projets. D'accord. Et donc, en résumant, hein, le service que vous proposez, ça peut se résumer en la conception d'un plan de développement des médicaments. Et donc, quel est l'impact que le service que vous proposez peut avoir sur le montage d'un business plan des biotech? Alors, en gros, le business plan des biotech, qui est donc en fait vraiment l'outil de communication et la prospective des porteurs de projets à moyen terme, hein, dans leur développement de société, est quasiment supporté en termes de coûts. Alors, en dehors des coûts internes de ressources, de main-d'œuvre ou de matériel lorsqu'il s'agit de biotech équipées de laboratoire. C'est pas toujours le cas. J'allais dire, la crédibilité qu'on peut apporter, elle est importante parce que avoir une évaluation très précise des coûts permet de raffiner le business plan et voilà, et ça fait partie vraiment des critères de jugement d'un bon business plan, donc d'un bon investissement et donc un appel aux investisseurs. D'accord. Et de ce que vous pouvez peut-être connaître des mauvaises pratiques, peut-être des sociétés qui ne font pas appel au type de service que vous proposez, c'est quoi les principales erreurs qui sont commises et qui peuvent vraiment nuire à la présentation du projet? La plupart du temps, c'est des erreurs de temps, d'évaluation. On voit dans les livres ou dans les publications, dans tout ce qui tourne sur LinkedIn, voilà, des médicaments, il faut 8 ans pour le développer, il faut 800 millions d'euros si on est en oncologie, etc. Bon, tous ces lieux communs, en fait, sont de plus en plus erronés. Premièrement, parce qu'on ne parle plus d'un médicament, mais on parle d'un médicament pour un patient accompagné par un test qui va permettre de sélectionner la patientèle répondant au traitement. Donc, c'est déjà deux mondes différents. Un même développeur ne va pouvoir prendre en charge le développement d'un CDX, un test compagnon et de la drogue elle-même. Donc, c'est souvent une association de deux compagnies pharmaceutiques. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Et ensuite, les erreurs qui sont faites sur les délais, notamment de mise sur le marché, eh bien, c'est capital parce que ça modifie complètement le retour sur investissement des investisseurs. Si vous visez une mise sur le marché à 8 ans ou à 6 ans, ben le retour sur investissement n'est pas du tout le même, bien entendu.
Ensuite, le contexte réglementaire aussi. Si on travaille sur une maladie orpheline, j'allais dire, on se moque un peu des brevets parce que on a des data protection par les autorités d'enregistrement, etc. Donc, la stratégie en elle-même a un impact direct à la fois sur le séquençage et sur la constitution du plan de développement, donc sur son budget et donc sur les dates de livrables, c'est-à-dire à quel moment je vais rentrer en phase 1, à quel moment je vais avoir ma preuve de concept, qu'elle soit préclinique ou clinique, etc. Donc ces délais, ces jalons, s'ils sont judicieusement choisis, ils peuvent permettre de crédibiliser le développement, de crédibiliser le projet et donc d'attirer des investisseurs d'une manière beaucoup plus rationnelle, éthique et cohérente. Justement, une autre question de M. Naimi qui a intervenu juste avant vous. À quel niveau dans les projets précliniques vous intervenez? Alors, comme je le disais tout à l'heure, à tous les niveaux, parce que je suis convaincu, et ça c'est difficile comme message à faire passer, mais je suis convaincu que la validation des cibles, et dès le départ du plan de développement, donc de l'identification d'un mécanisme d'action, dont on ne sait pas a priori s'il va avoir une consistance clinique, je ne sais pas, 6 ans après en clinique, ou 5 ans après en clinique, ou 3 ans si on va très vite. Tout dépend de la procédure choisie. Là aussi, le fast track a une importance. On a été les pionniers en France il y a 20 ans avec les ATU, qui était un dispositif exclusif à la France et qui a fait vraiment beaucoup de bien pour arriver à apporter au lit du patient l'innovation thérapeutique de manière très early, enfin très rapide. On revient maintenant sur ce dispositif qui était un peu désuet et qui a été, on s'est fait griller par les Américains, si je puis me permettre, avec le fast track. Mais la TU française était au début, faire cocorico là-dessus, un très bon dispositif d'enregistrement accéléré, temporaire certes, mais qui permettait aux sociétés pharmaceutiques, aux biotech, de commencer à rentrer un peu de cash pour alimenter leurs études et augmenter la sécurité du produit et l'efficacité, puisque petit à petit, on réalloue des patients au traitement. Bref, à quel niveau on intervient? J'allais dire à tous les niveaux, parce que tous les niveaux nécessitent de fiabiliser le plan de développement, que ce soit sur le plan réglementaire, sur le plan scientifique, clinique, et même ensuite sur le plan économique. Eh ben, je vous remercie beaucoup en tout cas pour cette présentation, ces éléments de réponse.